On sait que la réplétion volémique, c'est la pierre angulaire de plusieurs traitements en soins critiques. On a donné des cristalloïdes, on en donne encore. À l'époque, on donnait des starch. Les choses n'ont pas beaucoup changé à ce niveau-là. Mais une chose qui devient de plus en plus claire, c'est que l'équilibre est précaire entre les réanimations volémiques qu'on donne puis l'apparition de la congestion veineuse. On parle de ça aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut Matt, comment ça va? Hey, salut Yann, ça va super bien et toi? En forme aujourd'hui? Super, c'est un excellent sujet, hein? La réanimation volémique, toute la réponse au volume, c'est un sujet, je pense, qui est toujours d'actualité aux soins. Puis je me plais toujours à dire, hein, les solutés, on les voit pas comme des médicaments, mais je tiens à rappeler qu'au Canada, hein, c'est légalement des médicaments. Il y a un DIN, un Drug Identification Number. Donc, je pense que c'est peut-être un des messages. Exact. Puis comme tu as dit, ben, on va souvent avec le volume, la réponse au volume, mais aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de la tolérance au volume. Fait que, on a un invité avec nous aujourd'hui, Dr Philippe Rolla. Salut Philippe. Salut les gars, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Écoute, Philippe Rolla, c'est le chef des soins intensifs de l'hôpital Santa Cabrini. Il est l'auteur du blog Thinking Critical Care, puis c'est le créateur, le fondateur des congrès H&R. Fait que, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet, Philippe. J'aimerais ça que tu essaies de nous expliquer un peu, là, en quelques mots, là, pour les gens qui sont peu familiers avec ça, le concept de fluid tolerance, de la tolérance au volume. Ben, écoute, je pense que c'est quand même pas quelque chose de vraiment nouveau. Il y a une couple d'années, on a publié un article pour essayer d'aller à une petite définition, si on veut. Mais ce qu'on avait mis comme définition, c'était à quel point est-ce qu'un patient peut tolérer une infusion de volume sans risque de dysfonction organique. Et puis ça a été quand même, encore une fois, c'est pas nouveau, c'est quand même bien connu dans la littérature. Ça fait quasiment une centaine d'années que ça a été prouvé physiologiquement que si les pressions veineuses sont trop hautes, une hypertension veineuse, mais les tissus ne marchent pas aussi bien. Ça a été prouvé au niveau des reins. Un de nos compatriotes et mentors, André Deneau, a montré ça au niveau même du délirium. On le sait déjà, je pense que la partie que tout le monde est quand même familier avec le concept d'intolérance au volume, c'est pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque. Alors, le classique de l'édème pulmonaire. Mais la congestion splanchnique, la congestion veineuse généralisée, un peu moins bien reconnue, surtout parce que les effets sont un peu plus sournois, alors que c'est évidemment le patient qui est en édème pulmonaire, qui a une intolérance pulmonaire au volume, ben c'est assez évident, là. Besoin d'oxygène, radiographie, etc. Il y a une défaillance respiratoire. OK. Justement, tu parlais, tu sais, par exemple, le délirium, ce que Dr Deneau a montré, ce qu'on connaît bien au niveau cardiaque, la congestion splanchnique et tout, mais peux-tu me parler un peu d'autres effets délétères que la congestion veineuse va apporter sur le patient, puis l'hypervolémie, en fait, là? Ben, que ce soit une hypervolémie ou juste une congestion au niveau de la pression, parce que c'est clair qu'il y a de façon très commune, la cause la plus commune d'une congestion veineuse, ça va être une hypervolémie, mais il y a des cas où ça peut ne pas l'être non plus. Dès qu'on a une défaillance droite, il va y avoir une congestion, peu importe si on soit euvolémique ou même potentiellement un peu hypovolémique. C'est important de réaliser ça. Mais essentiellement, dès qu'on a une congestion veineuse, le, la perfusion des organes se fait moins bien. Euh, je pense que ça a été quand même assez bien vu. Je pense que l'étude la plus élégante, c'est une étude de Winter de 1931, où ils avaient fait des ligatures différentes au niveau c'est une étude animale, là, au niveau des ligatures, au niveau des veines rénales, des artères rénales, etc., pour voir où était l'impact le plus marqué. Puis en fait, ils avaient bien démontré que pour un delta de pression équivalent, l'impact, par exemple, de causer une élévation de la pression de la veine rénale de 10 était vastement plus d'impact négatif sur la fonction rénale que, par exemple, de faire baisser la pression artérielle de 10. Alors, la perfusion est vraiment dépendante sur le fait d'avoir une pression veineuse très basse qui permet la perfusion de l'organe.
Alors, donc, essentiellement, n'importe quel organe peut avoir une dysfonction reliée à une congestion veineuse. C'est sûr que probablement les organes qui pardonnent le moins un peu, c'est les organes qui sont encapsulés. Donc, le rein, parce que la pression va monter beaucoup plus vite. C'est un peu il y en a qui appellent ça des syndromes de compartiment rénal. Le cerveau, quand il y a lieu d'avoir une congestion veineuse, ça va impacter. Et les poumons. Mais tout le reste aussi, il peut y avoir de la congestion au niveau du système digestif qui va causer un iléus, la translocation, etc. Il y a des choses qui sont sournoises, là, qui sont souvent pas reconnues. Évidemment, tout le monde est quand même familier avec l'anasarque, puis les plaies que ça peut amener, les complications que ça peut amener. Alors, je pense que essentiellement, pas mal tous les organes peuvent être affectés négativement par une congestion veineuse. Oui, puis on le voit beaucoup avec tous nos patients, hein, justement en anasarque, ceux qui ont des insuffisances rénales oligo-anuriques, là, on le voit là, que juste des fois le gavage est plus toléré là, juste parce qu'il y a trop d'édème là, au niveau de la paroi intestinale puis de la paroi digestive. Justement, comment on fait d'abord pour essayer de trouver notre équilibre à travers ça entre ce qu'on appelle le fluid responsiveness puis le fluid tolerance, donc la réponse au volume puis la tolérance au volume. Comment on essaie de trouver cet équilibre-là? Parce qu'on veut quand même bien réanimer nos patients, mais on ne veut pas leur nuire. Puis comme Mathieu disait d'entrée de jeu, il faut quand même voir le soluté comme un médicament. C'est pas juste de l'eau. Absolument. Mathieu avait absolument raison de souligner ça. C'est absolument critique de regarder ça comme ça. Par exemple, personnellement, moi, je ne mets jamais un soluté X, disons 80 ou peu importe le montant, à l'heure ad infinitum. Moi, il va toujours avoir un temps où ça va s'arrêter. Ça va être 8 heures, ça va être le lendemain matin, peu importe, mais il n'y aura jamais un soluté qui run à infinitum prescrit par moi, en tout cas. Là, Yann t'amène le concept de fluid responsiveness. C'est une des choses que je pense qui est je vais partager une opinion qui n'est pas très populaire, mais qui est très peu utile, à mon avis, et qui a mis plusieurs choses qui a créé une culture de fluid responsiveness, qui en fait, je trouve un peu ironique, parce que si on regarde les premières fois que le monde a commencé à étudier les soins intensifs dans les années 80, vraiment, toute la gang de Schumacher, de Rippey, etc., évidemment, la première chose dans le choc, c'était, mon Dieu, on va maximiser le débit cardiaque. On va voir comment ça va aider. Puis ils ont dû arrêter. À peu près toutes ces études-là ont montré des mortalités supérieures quand ils essayaient de pousser. Il faut dire qu'ils poussaient fort, volume, inotrope, etc. Mais reste que le concept d'essayer de corriger le choc septique juste en débit cardiaque, ça a quand même été déjà démontré que ça ne marche pas. Je pense que on doit se faire à l'idée qu'il faut chercher le volémie. Et non pas d'essayer de pousser la machine au maximum du débit cardiaque, parce que surtout dépendant de la façon qu'on le fait, ça peut finir par nuire, parce que si on le fait avec purement du volume, éventuellement, on va arriver à un point où la TVC va se mettre à monter. Et une fois que la TVC dépasse, pour être honnête, c'est sûr que ça va varier avec chaque patient, mais il y a quand même des belles études qui regardaient la microcirculation, qui ont démontré quand même assez bien que quand tu dépasses le coin de 12, qui est quand même pas si effroyablement haut, si on pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était recommandé de réanimer un patient ventilé à TVC 12 à 15. Mais rendu à des TVC de plus que 12, en moyenne, on commence à avoir des impacts sur la microcirculation. La rapidité du flux baisse, il y a plus de congestion, il y a plus de distance entre les globules rouges et les tissus à perfuser. Alors, il faut trouver la bonne balance. Alors, c'est sûr que je dis ça un peu pour irriter le monde, là, que le fluid responsiveness est inutile, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que ce serait complètement fou de donner du volume à quelqu'un qui n'y répond pas. Mais par contre, je dirais que je m'en sers quand même pas si souvent, parce que je me trouve pas si souvent à donner du volume pour traiter une vasodilatation. J'aime ça donner du volume quand il y a une issue d'hypovolémie. Alors voilà, et je pense que malheureusement, si on prend une culture, si on veut, ou une stratégie de volume responsiveness, veut pas,
on en donne jusqu'à ce que ça ne réponde plus, puis là, on se ramasse sur la partie flat de Frank Starling, et là, presque inévitablement, on est rendu à une TVC qui a vastement dépassé la limitation du ventricule droit. C'est un terme que Sheldon McDerr a sorti il y a une couple d'années, le concept de la limitation du ventricule droit, puis pour lui, la courbe, là, le hockey stick curve se fait à peu près une TVC à 10. Alors, à quelque part là-dedans, on voit qu'on regarde une là-dessus ou l'autre, là, quand les TVC commencent à dépasser le 10 à 12, c'est pas une bonne chose pour les tissus. Oui. Je pense qu'il faut faire la différence justement entre un patient qui arrive parce qu'il y a des diarrhées depuis 10 jours, qui est complètement déshydraté puis qui va avoir besoin de beaucoup de liquide, versus du patient qui n'est pas déshydraté puis qui est en choc septique depuis le dernier 24 heures puis qui est vasodilaté puis qu'au fond, il n'y a pas besoin de tant de liquide que ça. La pathologie d'un sepsis, c'est une vasodilatation. Donc, souvent, comment on contrebalance une vasodilatation? C'est avec des amines. Ça ne veut pas dire que dans le prochain 24-48 heures, il n'y aura pas besoin de liquide. Quand ils font de la température, ils se déshydratent, ils mangent moins, ils boivent moins, évidemment. Mais je pense qu'il y a cet équilibre-là à trouver. J'aime votre façon de penser, les gars, que quand tu as un choc vasodilatatoire avec pas vraiment de composante hypovolémique, mais peut-être que le soluté n'est pas la modalité thérapeutique qu'on a besoin. C'est pas le médicament qu'on a besoin, en fait. Là. Je sais qu'on a un papier qui est en attente de publication par rapport à ça, sur le volume tolerance, là, sur le fluid tolerance. Alors, peux-tu me parler un peu de l'approche, là, organe par organe, là, qu'on a réfléchi là-dessus, puis comment on l'intègre dans notre pratique quotidienne. On n'a pas besoin d'aller dans tous les détails de chacun des organes, mais de me dire un peu comment tu vois ça, là, cette approche-là, d'essayer de visualiser et de prévoir un peu pour éviter les atteintes au niveau micro, si on veut, des organes. Mm-hmm. Oui, absolument. Je pense que c'était ça, là, comme tu sais, le but de l'article, c'était de sensibiliser, mais aussi de commencer un espèce de framework, de mener à peut-être une création d'un éventuel, là, pas sur cet effort-ci, mais d'un score qui pourrait là, rendre les études plus intéressantes. Parce que si, par exemple, on aurait un score de tolérance qui est assez haut dans le sens de quelqu'un qui n'est pas très tolérant au volume, là, si on peut... toutes les études qui ont été faites, malheureusement, on n'a aucune mesure de ça. Alors, ça devient vraiment des grab bags de plein de phénotypes différents de ces types de chocs. Et ça rend les conclusions difficiles. Là. Ça rend les conclusions qui sont correctes pour des grands nombres de personnes et pour savoir combien de cristalloïdes il faut qu'on commande par mois ou quelque chose comme ça. Mais à chaque patient, ça ne nous donne pas grand-chose. Alors que si on avait une façon de dire, disons qu'on a un patient qui est plutôt intolérant, dans une étude, par exemple, ça a été démontré que ces patients-là, c'est mieux un norépinéphrine, un Levophed un peu plus précoce. Alors, je pense que ça peut mener à des études la médecine beaucoup plus personnalisée que ce qu'on a jusqu'ici. Oui, parce qu'en effet, le but, c'est d'aller vraiment vers quelque chose de personnalisé, parce que le one size fit all, pas toujours adéquat. Ça peut jouer beaucoup sur un gros pourcentage de la population, mais on l'a vu, on a toujours des patients qui ont besoin d'avoir le petit fine-tuning supplémentaire. Là. Absolument. Alors, ce qu'on s'était, en tant que groupe, on s'était concerté sur quelques organes différents. On avait dit, évidemment, pulmonaire, c'est le plus frappant, le plus commun peut-être. Le niveau splanchnique rénal, le niveau splanchnique gastro-intestinal, le niveau neuro, puis ensuite la peau et les fanères. Je pense que ça, c'était vraiment les groupes qu'on a ciblés qui sont tous évaluables, là, si on veut. Et je pense que c'est les plus critiques là, où on peut avoir des conséquences d'hypertension veineuse qui sont plus marquées. Alors, je pense que c'est ça, c'est d'avoir une approche qui va regarder un peu chacune de ces choses-là. Par exemple, le neuro, ça peut être quand même très simple. Si le patient est conscient, bouge tous les bouts, il n'y a pas de signe d'hypertension intracrânienne, il n'y a pas une pathologie à la base qui mènerait à une inflammation vasculaire intracrânienne, il n'y a pas un ACV, il n'y a pas quelque chose qui lui donne un effet de masse. Dans ce cas-là, il n'y a pas tellement lieu de s'en inquiéter. Le patient d'un côté pulmonaire, est-ce qu'il y a une pathologie pulmonaire à la base? Sinon, il est déjà plus tolérant. Est-ce qu'il y a une pathologie cardiaque qui mènerait à ce que ce soit très facile d'élever la pression de son oreillette gauche pour que ses poumons deviennent édémaciés? Là, il est peut-être un peu plus intolérant. Par exemple, le patient avec une
une défaillance cardiaque marquée, une sténose aortique sévère, une sténose mitrale, bien, tous ces patients-là sont évidemment, même si au moment neutre où ils sont bien euvolémiques, si on veut, ils sont peut-être corrects, mais c'est sûr qu'ils ne répondront pas de la même façon à un bolus de 2 litres qu'un de vous deux là, qui recevrait ça. Ensuite, un patient qui a une défaillance droite, comment est-ce qu'on regarde ça? Regardez la pléthoricité de sa veine cave. Est-ce que c'est une veine cave qui est vraiment pléthorique non compliante? On peut mesurer le vexus, on peut regarder une pulsatilité des fémorales pour dire que ce patient-là, il est déjà sur le bord. On sait que si on augmente ça plus, on risque de pousser vers une néphropathie rénale congestive. On risque de pousser vers l'édème intestinal de l'iléus, etc. Et on sait que l'iléus, surtout pour les patients qui sont un peu plus longtemps aux soins, là, ça peut être quand même quelque chose d'assez sérieux. Évidemment, la peau, les fanères, on peut examiner ça directement. Là. Tu nous avais bien décrit les multiples façons de le faire et de le mesurer. Là, alors. Oui. En effet, tu sais, au fond, c'est sûr que on est très échographique, ça nous aide beaucoup à faire ces évaluations-là, mais je pense que ce qui est bien puis ce qu'on doit en retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de tout d'être des masters de l'échographie pour être capable d'évaluer l'hypervolémie en installation puis essayer des fois de se retenir un peu. Puis tantôt, tu le disais bien, de laisser, comment de fois on reçoit des patients aux soins qui sont restés juste 4 jours à l'étage avec un soluté qui roule à 100 CCR, ben ça, là, c'est près de 8 à 9 litres de liquide qui a reçu. Évidemment, le patient a uriné une grande partie de ça, mais s'il est tombé en insuffisance rénale, peut-être qu'il en a moins uriné. Fait que c'est pas long que ça s'accumule puis qu'on peut le voir. Puis oui, la peau, on le voit parce que c'est souvent une des premières choses qu'on peut voir apparaître, mais on peut voir juste par un rayon X, voir qu'il y a des épanchements pleuraux qui s'installent, un début de surcharge. Fait que, si vous n'êtes pas super ferré en écho, ben, on vous suggère de le devenir, de vous former là-dedans, mais évidemment, je pense que c'est bien de voir un peu tous les autres potentiels d'imagerie, puis juste peser votre patient, juste calculer votre ingesta excreta à tous les jours, puis voir que, wow, on est déjà plus 6 litres là, depuis 3 jours. Là. Juste en faisant un calcul rapide, tout le monde est capable de le faire, puis ça nous donne un petit peu ce point-là. Fait que, tu sais, au fond, moi, ce que je pense qui est important de retenir là-dedans, c'est que au bout de la ligne, c'est pas parce qu'un patient est volume responsive, donc qui répond au volume, qui finira pas par développer une congestion. Et même quelqu'un qui répond au volume peut devenir congestif. Un exclut pas l'autre. Puis qu'est-ce que ça va faire au bout de la ligne? C'est qu'il va devenir intolérant au volume, puis il va peut-être le devenir un peu plus vite, puis il va avoir tout accumulé ça, puis qu'au prochain bolus, ça va être le bolus de trop qui va faire diminuer la fonction rénale, un foie de choc, pas un foie de choc, un foie congestif ou une autre pathologie ou juste un problème de malabsorption intestinale un petit peu en surplus. Absolument. Fait que moi, c'est un peu ça. C'est pour ça que je suis content que tu nous en parles, Philippe, aujourd'hui, parce que c'est ça que je voulais essayer de faire passer comme message. Évidemment, quand notre article va être publié à ce niveau-là, on va vous les mettre dans les notes de la balado. Vous allez pouvoir lire ça puis commenter avec nous. Donc, c'est un peu ça que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. Puis je te remercie d'être venu en parler parce que c'est un sujet qui est vaste, mais qui à la fois est assez simple à expliquer et à comprendre. Oui, en fait, je pense que tu amènes un bon point, puis je pense qu'il y en a beaucoup dans le processus d'enseigner ça à du monde ou en discuter. On voit qu'il y en a beaucoup qui pensent que tant que tu es fluid responsive, tu es tolérant aussi. Puis ça, c'est un des graphiques là, qu'on avait mis dans l'article original. Puis en fait, là, subséquemment, ça a été une belle petite étude là, qu'ils ont fait au Chili pour démontrer la coexistence de responsiveness et d'intolérance. Alors, exactement comme tu dis, l'un n'exclut pas l'autre. Il ne faut pas se dire faut pas se leurrer que si on a une physiologie qui est volume responsive, que ça veut dire que c'est correct, c'est safe d'en donner. Là, pas du tout. Il faut faire l'évaluation du fluid tolerance d'une façon séparée de celle du fluid responsiveness. Je te remercie vraiment, Philippe. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis moi, ce que je retiens, c'est un peu comme je disais d'entrée de jeu. Les solutés, c'est des médicaments. Puis tu l'as dit toi-même, tu mets une dose, tu mets une fréquence, tu mets une posologie, tu mets une date de fin. Parce que, tu sais, on disait un soluté à 100 ml/h, ben c'est 2,4 litres dans une journée, tu sais. C'est non négligeable. Ça m'a vraiment frappé parce que, veux pas, j'ai cette vision peut-être un peu plus au niveau pharmacien, de voir ce rapprochement entre le médicament puis le soluté parce que
je t'entends parler, puis la ligne, des fois, est vraiment mince entre l'effet thérapeutique et l'effet secondaire, hein, l'effet délétère. Tu sais, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a une composante hypovolémique chez mon patient? Et c'est là que peut-être le soluté est probablement plus la réponse que l'amine. Fait que c'est vraiment, ça revient à cette évaluation physique, là, que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis juste ça, je pense que c'est quelque chose qui va nous aider dans la prise en charge de nos patients, là. Je vous donne un exemple classique que je vois là, où j'essaie toujours de me rappeler de le regarder. C'est le patient qu'on nous demande de voir à l'urgence qui est sur BiPAP pour une pneumonie. Et puis on arrive, et puis en effet, il travaille sur l'hyperpneumonie, un soluté sans CCR. Pourquoi? Parce qu'il faisait de la fièvre et il était tachycarde. Ok, non merci. Non merci sur le soluté. Pas un patient tolérant, puis il est pas en choc et il est certainement pas tolérant. Alors non merci. Oui, puis on n'oubliera pas aussi, faut pas oublier que l'état inflammatoire de la pneumonie va faire un lit capillaire avec ce surplus de liquide-là qui rentre direct dans les veines puis qui se ramasse dans le poumon, là. Pas oublier que 100% de ce qu'on donne dans une veine se ramasse dans les poumons, là. Donc, c'est clair que le leak va être sorti. Bon, bref, on pourra en parler pendant des heures. Fait que merci beaucoup, Philippe. Super apprécié que tu sois venu parler de ça avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez lire et suivre Philippe sur X puis sur son blog Thinking Critical Care. Il parle de volémie tout le temps. Fait que ça va être parfait. Donc, je vous remercie. Merci, Mathieu, d'avoir été là avec nous aujourd'hui également. Merci, Yann. Merci, Phil. C'était super intéressant. Merci. Fait qu'oubliez pas de nous suivre sur les plateformes usuelles. Bye! Bye tout le monde, faites attention à vous autres. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.